Sous une pluie froide, une petite fille chante pour des voitures indifférentes, ignorant que l'une d'elles renferme son passé. Son chant réveille quelque chose dormant, en un homme d'affaires entouré de luxe mais vide à l'intérieur. Pour le millionnaire, la chanson ravive les souvenirs d'une fille disparue et de lettres jamais reçues. « Je connais cette chanson », dit le millionnaire. « Si tu aimes les bonnes histoires, abonne-toi à notre chaîne et dis-nous d'où tu viens en commentaire. » On continue. Le soleil perçait à peine les nuages gris de Saint-Denis, banlieue parisienne, où les rêves s'usent aussi vite que les semelles. Élodie Mercier, 12 ans, frottait énergiquement la carrosserie d'une berline allemande, ses genoux minces écorchés par l'asphalte rugueux. Ses mains, déjà marquées par le travail, dessinaient des cercles de mousse sur les jantes chromées. Mais ce qui contrastait avec cette scène de labeur enfantin, c'était sa voix. Une voix qui s'élevait comme une prière, une complainte ancestrale qui semblait porter en elle les échos d'un autre temps. Elle ne chantait pas pour être entendue. Elle chantait pour que son âme ne s'éteigne pas sous le poids des responsabilités qui écrasaient ses frêles épaules. Dans cette cité aux immeubles délabrés, sa voix pure était une anomalie, une rébellion silencieuse contre la grisaille du quotidien. À l'intérieur de la voiture, Mathieu Dufresne écoutait, immobile. 53 ans, costume sur mesure, propriétaire d'une chaîne hôtelière de luxe, il s'était arrêté ici par hasard, ou peut-être par nécessité, comme si une force invisible l'avait guidé vers cette rue insignifiante. La voix de cet enfant l'avait transpercé comme une lame. Ce n'était pas la mélodie en elle-même, ni même la qualité du timbre, mais quelque chose de plus profond, de viscéral. Cette chanson lui rappelait une présence oubliée, un temps englouti par la honte et les compromis. Des larmes coulèrent sur son visage austère. Il ne pleurait pas par faiblesse, mais parce que cette voix venait de briser le mur qu'il avait méticuleusement construit autour de son cœur. Pour la première fois depuis des décennies, Mathieu Dufresne ressentait à nouveau sa vulnérabilité. « Monsieur, j'ai fini avec les jantes. Je vais m'occuper des vitres maintenant, » dit Élodie en s'approchant de la fenêtre, ignorant l'émotion qu'elle avait provoquée. Mathieu s'essuya rapidement les yeux et abaissa la vitre. « Tu chantes très bien, » dit-il simplement, sa voix trahissant son trouble. Élodie haussa les épaules avec une indifférence feinte. « C'est juste pour passer le temps. Où as-tu appris cette chanson ?»« C'est ma grand-mère qui me l'a enseignée. Elle dit que sa mère la lui chantait, et sa grand-mère avant elle. » Cette réponse, d'une simplicité désarmante, déclencha chez en lui une vague de souvenirs fragmentés. Des mélodies lointaines, des berceuses murmurées dans une langue presque oubliée. Dans le quartier, Mathieu Dufresne était connu comme un empire en forme d'homme, froid, logique, calculateur, un milliardaire façonné à force de renoncements et de mensonges. Son enfance était une histoire qu'il avait enterrée, un chapitre scellé de son existence. Élevé par un couple d'industriels français qu'il avait adopté après un retrait brutal de son foyer d'origine, il avait grandi en croyant avoir été abandonné. La vérité était bien plus sombre. Il avait été arraché à sa mère biologique suite à une dénonciation forgée, orchestrée par des parents désireux de se débarrasser de la honte de la pauvreté. Cette partie de son histoire, il ne l'avait jamais connue jusqu'à maintenant. « Tu travailles souvent ici ?» demanda-t-il en lui tendant un billet de 50 €, bien plus que le prix habituel pour un nettoyage de voiture. « Tous les jours après l'école. »« Et le week-end ?» répondit-elle en prenant l'argent avec une dignité qui le frappa. « Je dois m'occuper de ma grand-mère, elle est malade. »« Et tes parents ?» Le visage d'Élodie se ferma instantanément. « Je n'ai que ma grand-mère, Mémé Josette. C'est elle qui m'a élevé. » Dans les jours qui suivirent, Mathieu revint. Sans se faire remarquer, il observait Élodie depuis sa voiture garée à distance. Il découvrit qu'elle vivait dans un petit appartement du 4e étage, sans ascenseur. Il la vit monter péniblement les escaliers avec des sacs de course, puis ressortir pour laver d'autres voitures. Entre deux clients, elle s'asseyait, parfois sur un banc, et sortait un cahier usé aux pages jaunies, sur lequel elle griffonnait ce qui semblait être des paroles de chansons. D'autres fois, elle lisait des romans d'auteurs morts depuis des décennies, comme si elle cherchait dans leurs pages une carte pour sa propre salvation. Un soir, alors qu'une pluie fine commençait à tomber, Mathieu la vit ranger précipitamment son matériel de nettoyage. Elle avait l'air inquiet, regardant sans cesse vers les fenêtres de son appartement. Il sortit de sa voiture et l'approcha.
Tout va bien? Demanda-t-il. Élodie sursauta. Oh, c'est vous? Oui, mais je dois rentrer vite. Mémé a besoin de ses médicaments à heure fixe et je suis en retard. Je peux t'aider? Elle le dévisagea avec méfiance. Pourquoi vous feriez ça? Parce que parfois, aider quelqu'un est simplement la chose à faire, répondit-il, surpris par sa propre sincérité. Cette nuit-là, Mathieu rencontra Josette Mercier, une femme de 78 ans clouée au lit par une maladie dégénérative. Malgré sa fragilité physique, ses yeux brillaient d'une intelligence vive et d'une méfiance instinctive envers cet homme en costume qui accompagnait sa petite fille. « Qu'est-ce qu'un homme comme vous fait dans notre quartier ?» demanda-t-elle directement, pendant qu'Élodie préparait le dîner dans leur minuscule cuisine. « Je cherche quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps, » répondit-il, étonné par sa propre honnêteté. Les yeux de Josette s'écarquillèrent. « Ça légèrement. On ne trouve jamais ce qu'on cherche, monsieur. On trouve ce dont on a besoin. » Cette réponse énigmatique troubla Mathieu plus qu'il ne voulait l'admettre. Il quitta l'appartement avec la promesse de revenir, troublé par le sentiment inexplicable que cette rencontre n'était pas due au hasard. De retour dans son penthouse, avec vue sur la tour Eiffel, entouré de luxe et de solitude, Mathieu ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image d'Élodie et de sa grand-mère. Il se souvenait vaguement d'une époque où il chantait lui aussi, avant que la vie ne le transforme en cette machine à succès dépourvue d'âme. Ce soir-là, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis son enfance. Il fouilla dans une vieille boîte métallique où il conservait les rares souvenirs de sa vie d'avant. Une photo jaunie d'une femme au visage flou, un bracelet tressé et un bout de papier sur lequel étaient griffonnés quelques mots dans une écriture tremblante. « N'oublie jamais ta chanson. » À Saint-Denis, Élodie bordait sa grand-mère. Pour la nuit. « Qui est vraiment cet homme, Mémé ?» demanda-t-elle. Josette toussa légèrement avant de répondre. « Je ne sais pas, ma petite, mais ses yeux me rappellent quelqu'un d'il y a très longtemps. » « Qui ça? » ?»« Une amie qui a perdu son enfant. Une histoire triste que je te raconterai peut-être un jour. » Élodie s'endormit cette nuit-là, en pensant à l'étrange homme riche qui avait pleuré dans sa voiture et qui, pour une raison qu'elle ignorait, semblait vouloir l'aider. Elle ne savait pas encore que leur destin était lié par des fils invisibles, tissés bien avant sa naissance, et que la chanson qu'elle chantait chaque jour était la clé d'un mystère qui changerait leur vie à jamais. Les semaines passèrent, et Mathieu devint une présence régulière dans la vie d'Élodie et de sa grand-mère. Ce qui avait commencé comme une curiosité s'était transformé en une forme d'attachement qu'il ne comprenait pas lui-même. Il venait d'abord sous prétexte de faire nettoyer sa voiture, puis pour apporter des médicaments que Josette ne pouvait se permettre, et enfin simplement pour être là. Le contraste entre leurs mondes était saisissant. Mathieu, habitué aux salles de conseil d'administration et aux suites présidentielles de ces hôtels, se retrouvait assis sur une chaise bancale dans un appartement de 40 mètres carrés, écoutant Élodie raconter sa journée au collège, ou ses rêves de devenir infirmière. « Pourquoi infirmière ?» lui demanda-t-il un jour alors qu'il marchait dans le petit parc municipal pendant que Josette se reposait. « Parce que je veux prendre soin des gens, » répondit-elle simplement. « Et aussi parce que je suis doué pour ça. Mémé dit que j'ai les mains qui guérissent. » Mathieu sourit. « Tu pourrais viser plus haut. Avec ton intelligence, tu pourrais devenir médecin. » Élodie secoua la tête. « Les médecins n'ont pas le temps d'écouter. Ils passent, ils prescrivent, ils partent. Les infirmières, elles, restent. Elles tiennent la main quand personne d'autre n'est là. » Cette réponse le frappa par sa maturité. À 12 ans, Élodie parlait comme si elle avait vécu plusieurs vies. Peut-être était-ce le cas, pensa-t-il. Peut-être que l'adversité forçait certaines âmes à grandir plus vite, à porter des sagesses anciennes. « Et la musique ?» demanda-t-il, se souvenant du cahier où elle écrivait ses chansons. « Tu n'as jamais pensé à en faire ton métier ?» Le visage d'Élodie s'assombrit. « La musique, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour rester en vie. » Un jour, alors qu'Élodie était à l'école, Mathieu se retrouva seul avec Josette. La vieille femme semblait plus lucide que d'habitude, ses yeux perçants fixés sur lui comme si elle cherchait à résoudre une énigme. « Vous n'êtes pas venu ici par hasard, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle abruptement. Mathieu hésita. « Je ne sais pas. Quelque chose m'a attiré ici. »« La chanson, » affirma Josette. « C'est la chanson d'Élodie qui vous a touché. » Il acquiesça, surpris par sa perspicacité.
Comment le savez-vous? Parce que cette chanson a un pouvoir. Elle a toujours eu ce pouvoir. Josette toussa puis reprit. Elle vient de loin, cette mélodie, de la région de Marseille, où ma mère a grandi. On dit qu'elle peut réveiller les souvenirs les plus profondément. Enfoui. Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. Qui êtes-vous vraiment, Madame Mercier? La vieille femme sourit tristement. Une gardienne de secret, comme nous le sommes tous, à notre façon. Elle tendit une main tremblante vers la table de chevet et en sortit une photo jaunie. Regardez. L'image montrait deux jeunes femmes souriantes, assises sur un banc devant ce qui semblait être un immeuble de la Castellane, une cité de Marseille. L'une d'elles était visiblement une version plus jeune de Josette. L'autre, le cœur de Mathieu s'arrêta. L'autre femme ressemblait étrangement à celle de sa propre photo, celle qu'il gardait précieusement dans sa boîte métallique. « Vous la connaissez, » murmura Josette, ce n'était pas une question. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « J'ai été adopté quand j'étais très jeune. Je n'ai que de vagues souvenirs et cette photo. » Josette ferma les yeux, comme submergée par l'émotion. Son nom était Marianne Leblanc. Elle était ma meilleure amie. Et elle avait un fils, un petit garçon aux yeux sombres et au sourire de travers. Le monde de Mathieu vacilla. Que lui est-il arrivé? On le lui apprit. Des gens puissants de sa propre famille. Il disait qu'elle n'était pas apte à l'élever parce qu'elle était pauvre, parce qu'elle était seule. Ils ont fabriqué des preuves, soudoyé des assistantes sociales. Josette rouvrit les yeux, brillant de larmes contenues. Elle n'a jamais cessé de le chercher, jusqu'à son dernier souffle. Mathieu resta silencieux, assimilant ces informations qui confirmaient ses pires craintes. Il n'avait pas été abandonné, il avait été volé. « Pourquoi me dites-vous tout? »« Cela maintenant ?» demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. « Parce que le temps presse, » répondit Josette. « Je sens que je ne serai plus là très longtemps, et il y a des vérités qui doivent être dites avant que je parte, des vérités qui concernent aussi Élodie. » À cet instant précis, la porte d'entrée s'ouvrit et Élodie apparut, son sac d'école sur l'épaule. La conversation s'interrompit, mais quelque chose avait changé. Un lien invisible venait de se former, un fil ténu reliant le passé au présent. Cette nuit-là, incapable de dormir, Mathieu fit ce qu'il n'avait jamais osé faire auparavant. Il contacta un détective privé de confiance pour retrouver la trace de sa mère biologique, Marianne Leblanc. Pour la première fois, il avait un nom, un visage, une histoire. Pour la première fois, il sentait qu'il pourrait enfin comprendre qui il était vraiment. Pendant ce temps, à Saint-Denis, Élodie veillait également. Quelque chose dans l'attitude de sa grand-mère l'inquiétait. Ces derniers jours, Josette semblait plus agitée, comme pressée de partager quelque chose. À plusieurs reprises, elle l'avait appelée par un autre nom, un nom qu'Élodie ne connaissait pas au clair. Dans le secret de sa chambre, Élodie sortit le vieux cahier où elle composait ses chansons. Entre deux pages, elle avait glissé une photo d'elle bébé, la seule qu'elle possédait de sa mère, une jeune femme au regard triste qui la tenait maladroitement dans ses bras. Élodie ne savait presque rien d'elle, seulement qu'elle était partie quand elle avait 2 ans, laissant derrière elle un vide que ni le temps ni l'amour de sa grand-mère n'avaient pu combler. « Qui étais-tu » murmura-t-elle en caressant le visage figé sur le papier. « Et pourquoi m'as-tu laissé » Le lendemain, une surprise attendait Élodie à la sortie du collège. Mathieu l'attendait, mais pas seul. À ses côtés se tenait un homme élégant qui se présenta comme Laurent Vasseur, directeur d'une école de musique réputée à Paris. « Monsieur Dufresne m'a parlé de ton talent », expliqua Laurent avec un sourire chaleureux. « J'aimerais t'entendre chanter si tu le veux bien. » Élodie lança un regard accusateur à Mathieu. « Vous lui avez parlé de moi, sans me demander ?»« Je voulais te faire une surprise, » se défendit Mathieu, soudain conscient de son erreur. « Laurent peut t'offrir une bourse des cours de chant professionnels. »« Je n'ai pas besoin de charité, » répliqua Élodie, la fierté blessée. « Et je vous ai dit que je voulais devenir infirmière, pas chanteuse. » Laurent intervint avec douceur. « Ce n'est pas de la charité, Élodie, c'est une reconnaissance de ton talent. Et rien ne t'empêche de poursuivre tes études d'infirmière. La musique peut être un chemin parallèle ou simplement un refuge. » Après beaucoup d'hésitation et une conversation avec sa grand-mère, Élodie accepta finalement de passer une audition. À contre-cœur,
Elle se rendit à l'école de musique, un bâtiment imposant du 9e arrondissement qui l'intimidait par son luxe discret. Lorsqu'elle chanta dans la petite salle aux murs insonorisés, quelque chose d'étrange se produisit. Sa voix, habituellement claire et pure, se teinta d'une émotion nouvelle, presque douloureuse. La mélodie ancestrale, celle que sa grand-mère lui avait apprise, prit une dimension différente, comme si elle racontait une histoire que personne n'avait encore entendue, l'histoire d'un enfant perdu et d'une mère brisée, l'histoire d'un héritage transmis à travers les générations malgré les séparations et les silences. Laurent Vasseur, visiblement ému, lui offrit sur le champ une place dans son programme pour jeunes talents. Mathieu, témoin silencieux de cette scène, ressentit à nouveau cette étrange sensation, ce sentiment de reconnaissance qui dépassait l'entendement. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'ils étaient observés. Dans l'ombre, un homme prenait des notes. Philippe Morel, rival de longue date de Mathieu dans le monde des affaires, cherchait depuis des années un moyen de faire tomber l'empire Dufresne, et il venait peut-être de trouver sa faille. Le mois de septembre s'achevait sur Paris lorsqu'Élodie commença ses cours à l'école Vasseur. 2 fois par semaine, après le collège, elle traversait la ville de Saint-Denis jusqu'au 9e arrondissement, passant d'un monde à l'autre comme une voyageuse entre 2 univers parallèles. À 13 ans maintenant, elle avait fêté son anniversaire sobrement avec Mathieu et sa grand-mère. Elle portait sur ses épaules le poids de responsabilités bien trop lourdes pour son âge. L'état de Josette s'était détérioré. Les médecins parlèrent de semaines désormais, mais Élodie refusait d'y croire. Sa grand-mère avait toujours été là, pilier inébranlable dans la tempête de son existence. L'idée qu'elle puisse disparaître lui semblait inconcevable. Mathieu avait proposé de financer un traitement expérimental en Suisse, mais Josette avait refusé catégoriquement. « Mon temps est venu », avait-elle déclaré avec une sérénité qui avait glacé le sang d'Élodie. « Mais avant de partir, je dois m'assurer que certaines choses seront mises en ordre. » Ce soir-là, alors qu'Élodie revenait de ses cours de chant, elle trouva Mathieu assis au chevet de sa grand-mère. Ils discutaient à voix basse, mais s'interrompirent brusquement à son arrivée. L'atmosphère dans la petite chambre était lourde de non-dits. « Comment s'est passé ton cours ?» demanda Mathieu, visiblement désireux de changer de sujet. « Bien, » répondit Élodie, méfiante. « Monsieur Vasseur dit que je progresse vite. »« Il a raison, » acquiesça Josette avec un faible sourire. « Ta voix devient plus forte chaque jour. Bientôt, elle portera loin, très loin. » Élodie s'approcha du lit et prit la main de sa grand-mère. « De quoi parliez-vous avant que j'arrive? Encore des secrets ?» Mathieu et Josette échangèrent un regard. « Nous parlions du passé, » répondit finalement Mathieu, « et de l'avenir, ton avenir plus précisément. »« Mon avenir me regarde, » rétorqua Élodie avec une pointe de défiance. « Je n'ai pas besoin qu'on décide pour moi. »« Personne ne veut décider pour toi, ma chérie, » intervint doucement Josette. « Mais il y a des choses que tu dois savoir, des choses sur ta famille, sur tes origines. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. Depuis toujours, le sujet de ses parents était tabou. Sa mère, Claire, était partie quand elle était toute petite. Quant à son père, elle ne savait rien de lui, pas même son nom. Chaque fois qu'elle avait tenté d'en savoir plus, Josette avait éludé la question. « Je veux tout savoir, » affirma-t-elle, serrant plus fort la main de sa grand-mère. « Maintenant, » Josette soupira. « Pas maintenant, ma petite, bientôt, quand je serai prête. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Élodie se glissa hors de son lit et commença à fouiller silencieusement l'appartement, déterminée à trouver des indices sur son passé. Dans une vieille valise, sous le lit de sa grand-mère, elle découvrit une boîte en carton contenant des lettres jaunies et des photos qu'elle n'avait jamais vues. Elle allait l'ouvrir quand un bruit la fit sursauter. Josette l'appelait. Précipitamment, elle remit la boîte à sa place et retourna dans la chambre de sa grand-mère. « Je savais que tu chercherais, » dit Josette, les yeux brillants dans la pénombre. « Tu as toujours été trop curieuse pour ton propre bien. »« Je veux juste savoir qui je suis, » plaida Élodie, la voix tremblante. « Tu es ma petite fille, » répondit simplement Josette, « et tu es la fille de Claire. Le reste viendra en temps voulu. » Pendant ce temps, dans les bureaux luxueux de Morel Enterprise, Philippe Morel élaborait son plan. À 58 ans, cet homme au visage taillé à la serpe et au regard d'acier avait bâti sa fortune en rachetant et démembrant des entreprises en difficulté. Mais Dufresne Hotels, l'empire de Mathieu, lui avait toujours résisté.
une résistance qu'il prenait comme une insulte personnelle. Leur rivalité remontait à 20 ans, lorsque Mathieu avait racheté un hôtel historique de Nice que Philippe convoitait. Depuis, chaque victoire de l'un était une défaite pour l'autre, dans une guerre d'ego et de pouvoir qui ne connaissait ni trêve ni merci. « Alors, qu'avez-vous trouvé ?» demanda Philippe à l'homme assis face à lui, un journaliste de la presse à scandale qui lui servait occasionnellement d'informateur. « Dufresne passe beaucoup de temps à Saint-Denis ces derniers temps, » répondit le journaliste en lui tendant un dossier. « Avec cette fille et sa grand-mère. La gamine a du talent apparemment. Il l'a fait entrer à l'école Vasseur. » Philippe parcourut les photos. Mathieu et Élodie marchant dans un parc, Mathieu attendant Élodie à la sortie de son école de musique, Mathieu entrant dans l'immeuble délabré où vivaient Élodie et Josette. « Intéressant, murmura-t-il. « Très intéressant. Creusez davantage. Je veux tout savoir sur cette fille et sa famille, et sur la nature exacte de sa relation avec Dufresne. » Le journaliste hésita. « Vous pensez à quoi exactement? Un article sur une liaison inappropriée ?» Philippe sourit froidement. « Non, ce serait trop vulgaire et facile à démentir. Je pense à quelque chose de plus subtil, quelque chose qui l'atteindrait au cœur de ce qu'il est. » Les semaines suivantes virent l'ascension fulgurante d'Élodie dans le monde fermé de la musique classique parisienne. Laurent Vasseur, convaincu d'avoir découvert un diamant brut, l'invita à participer à un récital prestigieux au Théâtre du Châtelet, où elle interpréterait un solo devant un parterre de critiques et de mécènes. Mathieu, de son côté, avait reçu les premiers résultats de son enquête sur Marianne Leblanc. Le détective avait confirmé qu'elle était bien sa mère biologique, une ouvrière originaire de la Castellane à Marseille, décédée 15 ans plus tôt dans un hospice. Avant sa mort, elle avait rédigé une lettre destinée à son fils, perdu, confiée à un notaire qui n'avait jamais pu retrouver le destinataire. Cette lettre attendait Mathieu à l'étude notariale de Marseille. Le jour du récital arriva. Élodie, vêtue d'une simple robe bleu nuit que Mathieu lui avait offerte, attendait en coulisses, le cœur battant. Josette n'avait pas pu venir. Elle était désormais trop faible pour quitter son lit, mais avait insisté pour qu'Élodie saisisse cette chance. « Chante comme tu chantais pour les voitures », lui avait-elle dit. « Chante pour que ton âme reste vivante. » Lorsqu'Élodie monta sur scène, le silence se fit. Face à elle, dans la salle plongée dans l'obscurité, des centaines de visages anonymes attendaient. Elle ferma les yeux, inspira profondément et commença à chanter cette mélodie ancestrale, cette complainte venue du fond des âges qui semblait porter en elle toute la douleur et tout l'espoir du monde. Sa voix s'éleva, pure et claire d'abord, puis de plus en plus chargée d'émotions, comme si elle puisait dans une source invisible de souvenirs et de sentiments qui n'étaient pas les siens. Dans les premiers rangs, Mathieu sentit à nouveau cette étrange sensation, ce lien inexplicable qui les unissait malgré tout ce qui aurait dû les séparer. Le succès fut immédiat. Dès le lendemain, les critiques parlèrent d'une révélation, d'un phénomène rare, d'une voix qui transcende l'âge et l'expérience. Les offres affluèrent, enregistrements, concerts, interviews. C'est à ce moment précis que Philippe Morel fit son entrée en scène. Il approcha Laurent Vasseur avec une proposition que celui-ci ne pouvait refuser. Un contrat d'enregistrement pour Élodie avec Morel Music, la filiale de son groupe spécialisé dans la musique classique. Un contrat assorti d'une avance considérable et de la promesse d'une tournée internationale. « La petite a un don exceptionnel », déclara Philippe lors de la signature du contrat, jouant à merveille le rôle du mécène désintéressé. « Je veux simplement m'assurer que ce don soit partagé avec le monde entier. » Mathieu, méfiant, tenta de mettre en garde Élodie et Laurent contre cet homme qu'il connaissait trop bien. Mais Laurent, ébloui par les perspectives offertes à son élève prodige, balaya ses inquiétudes. Quant à Élodie, elle voyait dans ce contrat la possibilité de garantir à sa grand-mère les meilleurs soins possibles pour ses derniers jours. « Je ne fais pas confiance à cet homme », insista Mathieu lors d'une discussion tendue dans le petit appartement de Saint-Denis. « Je le connais, Élodie. Il ne fait jamais rien par pure générosité. »« Peut-être qu'il n'est pas aussi mauvais que vous le pensez, » répliqua Élodie. « Ou peut-être que je m'en fiche. Ce contrat peut tout changer pour Mémé et moi. Je peux vous aider sans que tu aies besoin de te vendre à Morel. » Élodie se raidit. « Je ne me vends à personne,
et je n'ai pas besoin de votre argent, monsieur Dufresne. » C'était la première fois depuis longtemps qu'elle l'appelait ainsi, rétablissant une distance entre eux que Mathieu avait cru disparue. Il comprit qu'il avait commis une erreur, blessant sa fierté. Ce qu'il ignorait, c'est que Philippe... Morel avait déjà commencé à mettre son plan à exécution. Les premiers articles parurent dans la presse à scandale. Mathieu Dufresne et sa protégée, une relation trouble, le milliardaire et l'orpheline, amour paternel ou intérêt caché. Saint-Denis, Paris, l'ascension programmée d'une inconnue. Puis vint le coup de grâce. Une double page dans le magazine le plus lu de France, révélant que Mathieu finançait secrètement la carrière d'Élodie depuis des mois, suggérant une manipulation médiatique orchestrée pour faire d'elle la nouvelle coqueluche du public. Parisien. L'article laissait entendre, sans jamais l'affirmer explicitement, que Mathieu avait peut-être des raisons personnelles, voire inavouables, d'investir autant dans cette jeune fille issue d'un milieu défavorisé. Les commentaires sur les réseaux sociaux s'enflammèrent, les théories les plus folles circulèrent. Pour Élodie, ce fut un choc terrible. D'un jour à l'autre, elle passa du statut de jeune prodige admiré à celui d'objet de curiosité malsaine. À l'école, ses camarades lui montrèrent les articles, ricanant dans son dos. Dans la rue, des photographes la suivaient, espérant capturer le moindre de ses faits et gestes. « Tu vois ce que je craignais », dit Mathieu, lorsqu'il vint la voir, après plusieurs jours sans nouvelles. « Morel utilise ta notoriété naissante pour m'atteindre. »« Et vous m'utilisez pourquoi exactement ?» rétorqua Élodie, blessée et confuse. « Pourquoi vous intéressez-vous tant à moi? Quelle est la vérité ?» Mathieu ouvrit la bouche pour répondre, mais à cet instant précis, un cri étouffé provint de la chambre de Josette. Ils s'y précipitèrent. La vieille femme était agitée de spasmes, ses yeux révulsés. « Appelez une ambulance !» hurla Élodie, tandis que Mathieu sortait déjà son téléphone. Cette nuit-là, dans le couloir aseptisé de l'hôpital Bichat, Mathieu et Élodie attendirent côte à côte, unis dans l'angoisse malgré leurs récents différends. Lorsque un médecin sortit finalement de la chambre, son visage grave leur annonça la nouvelle avant même qu'il ne parle. Josette avait sombré dans un coma profond. Son pronostic vital était engagé. Les néons du couloir d'hôpital projetaient une lumière blafarde sur le visage d'Élodie. Assise sur une chaise en plastique inconfortable, elle fixait la porte fermée de la chambre où sa grand-mère luttait entre la vie et le néant. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'hospitalisation de Josette, 3 jours durant lesquels la jeune fille n'avait presque pas quitté l'hôpital, refusant de rentrer à l'appartement vide. Mathieu, malgré leur tension récente, était resté à ses côtés, s'occupant des formalités administratives et veillant à ce qu'elle mange et se repose un minimum. Il avait même fait installer un lit pliant dans un coin de la chambre pour qu'elle puisse dormir près de sa grand-mère. « Tu devrais rentrer te changer », suggéra-t-il doucement, en lui tendant un café tiède de la machine automatique. « Je peux rester ici en attendant. » Élodie secoua la tête. « Non, je ne veux pas qu'elle soit seule si elle se réveille. Ou si elle ne se réveille pas, » pensa-t-elle sans oser le dire. Cette pensée, qu'elle repoussait de toutes ses forces, que revenait sans cesse la hanter. Que deviendrait-elle sans Josette, son unique famille, son ancre dans ce monde hostile? Les médecins ont dit qu'il n'y aurait probablement pas de changement avant plusieurs jours, insista Mathieu. Et tu as besoin de prendre une douche, de dormir dans un vrai lit. Élodie allait protester à nouveau quand son téléphone vibra. C'était Laurent Vasseur qui l'appelait pour la 3e fois de la journée. Elle ignora l'appel. « Tu ne peux pas éviter le monde extérieur éternellement, » remarqua Mathieu. « Le récital, ton contrat. Tout ça n'a plus aucune importance, » coupa Élodie, la voix tremblante de fatigue et d'émotion. « La seule chose qui compte, c'est m'aimer. » Mathieu l'observa un moment en silence, frappé par sa détermination. À 13 ans, elle faisait preuve d'une force de caractère que bien des adultes lui envieraient. Pourtant, derrière cette façade, il percevait sa fragilité, sa peur viscérale de perdre le dernier pilier de son existence. « Écoute, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle, « je comprends que tu ne veuilles pas quitter l'hôpital, mais tu dois au moins manger correctement et te reposer. Je vais te chercher des vêtements propres à l'appartement. Y a-t-il autre chose dont tu aurais besoin ?» Élodie hésita, puis sortit la clé de son appartement de sa poche. « Mon cahier de chansons, il est sous mon oreiller, et la boîte. En carton sous le lit de Mémé, celle avec les lettres. »
Mathieu comprit immédiatement l'importance de cette requête. Il prit la clé et promit de revenir rapidement. 1 heure plus tard, il était de retour avec un sac contenant des vêtements, le cahier d'Élodie et la mystérieuse boîte. Cette dernière était plus lourde qu'il ne l'aurait cru, remplie de documents et de souvenirs soigneusement préservés. Élodie s'en empara avec une avidité presque douloureuse. « Merci », murmura-t-elle. Puis après un moment d'hésitation, « Voulez-vous regarder avec moi? Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire seul. » Cette demande, cette vulnérabilité soudaine, attoucha Mathieu plus qu'il ne voulait l'admettre. Il acquiesça silencieusement. Ensemble, ils ouvrirent la boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photos, des coupures de journaux et divers documents officiels. Élodie sortit d'abord une liasse de lettres attachées par un ruban décoloré. L'écriture sur les enveloppes était fine et penchée, presque calligraphique. « Ce sont des lettres de ma mère », constata Élodie, la gorge nouée, « de Claire à Mémé. » Elle en ouvrit une au hasard et commença à lire à voix basse. « Chère, maman, je ne sais pas si tu liras un jour ces mots, mais j'ai besoin de les écrire. La petite va bien, elle grandit si vite, tu serais fière d'elle. Elle a tes yeux, tu sais. Et parfois, quand elle rit, j'entends l'écho de ton rire. Je sais que tu ne comprends pas ma décision, que tu penses que j'abandonne mon enfant comme il m'a abandonné. Mais ce n'est pas ça. Je la laisse à la seule personne en qui j'ai confiance. Toi. Je ne suis pas assez forte, pas assez guérie, pour être la mère qu'elle mérite. » La lettre continuait, mais Élodie ne put poursuivre, submergée par l'émotion. Mathieu posa une main hésitante sur son épaule, un geste de réconfort maladroit mais sincère. Ils continuèrent à explorer le contenu de la boîte, découvrant d'autres lettres, des photos d'une jeune femme au visage triste, Claire, la amère d'Élodie, et diverses coupures de journaux. Certaines concernaient des faits divers, d'autres des événements culturels à Marseille dans les années 1990. Puis Élodie tomba sur un document officiel qui attira son attention. C'était un certificat de naissance à son nom, mais ce qui la frappa, c'était la case « Père ». Elle était vide. À côté se trouvait un rapport de police daté de 9 mois avant sa naissance. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en tendant le document à Mathieu, incapable de déchiffrer le jargon administratif. Mathieu parcourut le rapport, son visage s'assombrissant à mesure qu'il lisait. « Tu es sûr de vouloir savoir ?» demanda-t-il finalement, la voix grave. « Je dois savoir » affirma Élodie, soudain terrifiée mais déterminée. Mathieu prit une profonde inspiration. « C'est un rapport concernant une agression sexuelle. La victime était ta mère, Claire Mercier. Elle avait 17 ans à l'époque. L'agresseur n'a jamais été identifié. » Le monde d'Élodie s'effondra. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, révélant une image qu'elle aurait préféré ne jamais voir. Elle était le fruit d'un viol, une enfant non désirée, née de la violence et de la souffrance. « Alors c'est pour ça, murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur son visage. C'est pour ça qu'elle est partie. Elle ne pouvait pas me regarder sans penser à lui. » Élodie, commença Mathieu, cherchant désespérément les mots justes. « Ce qui t'a conçu ne définit pas qui tu es. Ta mère t'aimait, c'est évident dans ses lettres. Elle t'a confié à ta grand-mère, non pas parce qu'elle te rejetait, mais parce qu'elle voulait te protéger de sa propre douleur. » Mais Élodie n'écoutait plus. Elle plongeait dans la boîte, fouillant frénétiquement parmi les documents, comme si elle cherchait quelque chose qui pourrait contredire cette terrible révélation. Au fond, elle trouva un petit carnet à la couverture usée. C'était le journal intime de Josette. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et commença à lire des passages au hasard. La plupart concernaient des événements quotidiens sans importance, mais certaines entrées parlèrent de Claire, de sa grossesse difficile, de sa dépression post-partum et de son départ. Une entrée en particulier attira son attention. Aujourd'hui, Claire est partie. Elle a dit qu'elle reviendrait, mais je sais au fond de moi qu'elle ne le fera pas. La douleur est trop grande. Elle laisse Élodie derrière elle, cette enfant innocente qui ne mérite pas de porter le poids des péchés des autres. Je l'élèverai, comme ma propre fille. Je lui donnerai tout l'amour dont je suis capable. Et un jour, quand elle sera prête, je lui dirai la vérité. Pas seulement sur sa naissance, mais aussi sur Marianne et son fils perdu. Car les destins sont liés, même à travers les générations. Claire ne le sait pas,
Mais l'homme qui l'a agressé était le cousin de celui qui a arraché le fils de Marianne. Les familles puissantes se protègent entre elles, dissimulant leurs crimes derrière des façades respectables. Mais la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Élodie releva la tête, troublée par cette dernière révélation. « Marianne, le fils perdu, de quoi parle-t-elle » Mathieu, livide, lui prit doucement le journal des mains. « Marianne Leblanc était ma mère biologique. » expliqua-t-il d'une voix à peine audible. « J'ai été séparé d'elle quand j'étais tout petit. Je l'ai appris récemment grâce à ta grand-mère. » « Alors, nos histoires sont connectées ?» demanda Élodie, incrédule. « Il semblerait que... oui, d'une façon que nous ne comprenons pas encore complètement. » Ils restèrent silencieux un long moment, assimilant cette révélation qui changeait tout. Leur vie, qui semblait si différente, était en réalité entrelacée par des fils invisibles, tissés bien avant leur rencontre. « Voilà pourquoi vous êtes venu, murmura finalement Élodie. Ce n'était pas un hasard. C'était ma chanson, la chanson de Marianne, transmise à Mémé, puis à ma mère, puis à moi. » Mathieu acquiesça lentement. « Cette mélodie m'a touché d'une façon que je ne peux pas expliquer, comme si une partie de moi la reconnaissait, la réclamait. » À cet instant, une infirmière sortit de la chambre de Josette. « Elle s'est réveillée, » annonça-t-elle avec un sourire fatigué. « Elle vous demande. » Élodie se précipita dans la chambre suivie de Mathieu. Josette était pâle et affaiblie, mais ses yeux étaient ouverts et lucides. Elle tendit une main tremblante vers sa petite fille. « Tu as trouvé la boîte, » constata-t-elle d'une voix faible. « Tu sais maintenant. » Élodie hocha la tête, incapable de parler à travers ses larmes. « Je voulais te le dire moi-même, » poursuivit Josette, « te montrer que malgré les circonstances de ta naissance, tu es un miracle, une lumière née de l'obscurité. Ta mère t'aimait à sa façon brisée. Et moi, je t'ai aimé de toutes mes forces. Pourquoi ne m'avoir jamais parlé de mon père? De ce qui s'est passé? Demanda Élodie, la voix tremblante. Comment dire à une enfant une telle vérité? Je voulais te protéger. Peut-être ai-je eu tort. Josette tourna son regard vers Mathieu. Et vous, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? En partie, répondit-il. Je sais maintenant qui était ma mère. Mais il reste tant de questions sans réponse. Les réponses viendront, murmura Josette. Cherchez à Marseille. C'est là que tout a commencé, pour vous deux. Ces mots résonnèrent comme une prophétie, un appel à l'action qu'ils ne pouvaient ignorer. Marseille, la ville où Marianne Leblanc avait perdu son fils, la ville où Claire Mercier avait été agressée, la ville où les destins s'étaient noués, où les blessures avaient recommencé. Cette nuit-là, alors que Josette s'était rendormie, Élodie prit une décision. Elle sortit son cahier de chansons et commença à écrire, les mots coulant comme un torrent libérateur. Elle composait une nouvelle mélodie, un chant de douleur et de résilience, un hymne à toutes les femmes brisées de sa lignée qui avaient néanmoins trouvé la force de continuer. Mathieu, assis à ses côtés, la regardait avec un mélange d'admiration et de tristesse. Il comprenait maintenant pourquoi il s'était senti si étrangement lié à cette jeune fille. Ils étaient tous deux des survivants, des enfants marqués par l'absence et la trahison, cherchant désespérément à donner un sens à leur histoire. Dehors, Paris s'endormait sous une pluie fine, et quelque part dans la nuit, Philippe Morel préparait son prochain coup, ignorant encore que les secrets qu'il cherchait à exploiter étaient bien plus sombres et complexes qu'il ne l'imaginait. Les collines, verdoyantes du Luberon s'étendaient à perte de vue, baignées dans la lumière dorée d'un soleil automnal. Assis sur la terrasse de pierre d'une vieille bastide provençale, Mathieu contemplait le paysage sans vraiment le voir. 3 mois s'étaient écoulés depuis sa disparition soudaine de Paris, 3 mois durant lesquels il avait cherché refuge, dans ce coin reculé de Provence, loin du tumulte médiatique, loin des responsabilités écrasantes de son empire, loin d'Élodie. La Bastide appartenait à un vieil ami qui n'y venait presque jamais, préférant le luxe tapageur de Saint-Tropez. Mathieu y vivait seul, à l'exception d'une femme du village voisin qui venait faire le ménage 2 fois par semaine. Il passait ses journées à marcher dans les collines, à lire les livres qui remplissaient la bibliothèque poussiéreuse et à écrire des lettres qu'il ne postait jamais, des pensées qu'il ne partageait avec personne. Son téléphone restait éteint, abandonné au fond d'un tiroir. Il avait coupé tous les ponts, délégué la gestion de ses hôtels à son conseil d'administration, disparu sans explication.
Une fuite que beaucoup jugeaient incompréhensible, mais qui lui semblait la seule issue possible après le scandale qui avait éclaté. Car le scandale avait bien éclaté, exactement comme Philippe Morel l'avait orchestré. Quelques jours après la révélation des origines d'Élodie, alors que Josette était encore hospitalisée, un article dévastateur était paru dans la presse. Il révélait que Mathieu Dufresne, le magnat de l'hôtellerie, avait des liens troubles avec la famille d'Élodie, des liens qui remontaient à une sombre histoire d'enfant arraché à sa mère. L'article suggérait, sans jamais l'affirmer explicitement, que la famille adoptive de Mathieu était impliquée dans l'agression de la mère d'Élodie. La tempête médiatique qui s'ensuivit fut brutale. Les tabloïds s'emparèrent de l'histoire, déformant les faits, inventant des détails sordides. L'image soigneusement construite de Mathieu Dufresne s'effondra en quelques jours. Ses actions chutèrent en bourse, des clients annulèrent leurs réservations, des partenaires commerciaux prirent leur distance. Mais le pire, aux yeux de Mathieu, fut la réaction d'Élodie. Confrontée à cette nouvelle tempête, alors qu'elle était déjà fragilisée par la révélation de ses origines et l'état de santé de sa grand-mère, la jeune fille s'était murée dans un silence accusateur. Elle avait refusé de le voir, de lui parler, convaincue qu'il l'avait utilisée, qu'il avait su depuis le début qui elle était. Incapable de supporter son regard blessé, incapable d'expliquer ce qu'il ne comprenait pas lui-même, Mathieu avait fui. Une nuit, il avait fait ses valises et quitté Paris sans un mot, une lâcheté qu'il se reprochait chaque jour, mais dont il ne parvenait pas à se repentir totalement. Car ici, dans le silence des collines provençales, il avait enfin trouvé une forme de paix. Ce matin-là, cependant, sa routine fut interrompue par l'arrivée inattendue de Jeanne, la femme de ménage. Ce n'était pas son jour habituel. « Il y a un homme qui vous cherche au village », annonça-t-elle sans préambule, posant un panier de légumes frais sur la table. « Un type de la ville, costume et tout. Il pose des questions. » Mathieu sentit une vague d'inquiétude le traverser. « Quel genre de questions ? » « Il veut savoir si quelqu'un a vu un homme correspondant à votre description. Il dit qu'il est avocat. » Un avocat. Cela pouvait signifier beaucoup de choses, aucune n'étant particulièrement réjouissante. Une poursuite judiciaire, une tentative de rachat hostile de ses hôtels, ou simplement Philippe Morel qui continuait sa vendetta personnelle. « Merci de m'avoir prévenu, Jeanne, » dit-il en se levant. « Je vais m'en occuper. » Mais au lieu de se préparer à affronter ce visiteur indésirable, Mathieu se dirigea vers son bureau, sortit une feuille de papier et commença à écrire. Une lettre qu'il aurait dû envoyer depuis longtemps. « Chère Élodie, je ne sais pas si tu liras un jour ces mots, mais j'ai besoin de les écrire. Je te dois des explications, même si elles ne justifient pas ma fuite. La vérité est que j'ai eu peur, non pas des scandales ou de la ruine financière, mais de ton regard, de la déception et de la douleur que j'y lisais. Je n'ai pas su être l'homme dont tu avais besoin à ce moment-là. Pendant ce temps, à Paris, Élodie se tenait devant un groupe d'enfants dans une petite salle aux murs colorés. Âgée maintenant de 14 ans, elle semblait avoir mûri de plusieurs années en quelques mois. Ses cheveux étaient coupés courts, son visage plus anguleux, son regard plus profond, mais sa voix était plus puissante que jamais. Respirez profondément, instruisait-elle les enfants qui l'observaient avec attention. La musique vient d'abord du ventre, pas de la gorge. Sentez l'air remplir vos poumons, puis laissez-le porter votre voix. L'école de musique qu'elle avait fondée dans son quartier de Saint-Denis n'avait rien de prestigieux. Une simple salle louée dans un centre communautaire, quelques instruments, d'occasion des partitions photocopiées. Mais pour les enfants qui la fréquentaient, la plupart issus de milieux défavorisés comme elle l'avait été, c'était un sanctuaire, un lieu où ils pouvaient exprimer ce que les mots ne suffisaient pas à dire. Après la crise médiatique et la disparition de Mathieu, Élodie avait pris des décisions radicales. Elle avait rompu son contrat avec Morel Music, malgré les menaces de poursuite. Elle avait quitté l'école Vasseur malgré les protestations de Laurent. Elle avait vendu les droits de sa chanson qui, contre toute attente, était devenue un succès viral après sa diffusion lors d'une émission de télévision. Avec cet argent, elle avait d'abord assuré les soins de Josette, qui s'était lentement rétablie et vivait désormais dans un petit appartement adapté à son état, au rez-de-chaussée du même immeuble. Puis elle avait créé cette école,
où elle enseignait gratuitement à tous ceux qui voulaient apprendre. « C'est bien, Malik », encouragea-t-elle un petit garçon dont la voix timide s'élevait au-dessus des autres. « N'aie pas peur de ta propre voix. Elle est unique, comme toi. » Après la leçon, alors que les enfants partaient un à un récupérés par leurs parents, Élodie resta seule dans la salle. Elle s'assit au piano, désaccordée, et laissa ses doigts courir sur les touches. La mélodie qui s'éleva était celle qu'elle chantait autrefois en lavant les voitures. Cette complainte ancestrale qui avait tout, te déclenché. Tu as créé quelque chose de beau ici. La voix la fit sursauter. Dans l'encadrement de la porte se tenait une femme élégante d'une 50aine d'années, au visage bienveillant mais déterminé. « Qui êtes-vous » demanda Élodie. « Méfiante. Les mois passés l'avaient rendue prudente envers les inconnus, surtout ceux qui avaient l'air de venir d'un monde différent du sien. « Je m'appelle Sophie Dufresne, » répondit la femme en s'avançant. « Je suis la sœur adoptive de Mathieu. » Élodie se raidit. « Si vous venez pour le défendre ou m'expliquer pourquoi il a disparu. »« Non, » coupa doucement Sophie. « Je viens parce que je m'inquiète pour lui. Et pour toi. Personne ne sait où il est depuis 3 mois. Il a coupé tous les ponts, même avec moi. »« En quoi cela me concerne-t-il » demanda Élodie, mais sa voix trahissait son trouble. Sophie l'observa un moment en silence. « Tu lui ressembles, tu sais. Pas physiquement, mais cette façon que tu as de te protéger derrière une façade de dureté. Cette détermination, cette blessure que tu essaies de transformer en force. »« Vous ne me connaissez pas, » protesta Élodie. « C'est vrai, » concéda Sophie. « Mais je connais mon frère, et je sais que pour une raison que j'ignore encore, vous êtes liés. Ce qui s'est passé, ce scandale, il y a une vérité derrière tout ça, n'est-ce pas ?» Élodie détourna le regard. « Une vérité que votre frère a préféré fuir plutôt qu'affronter. Mathieu a toujours été comme ça, face à l'émotion. Pur, il se dérobe. C'est sa façon de se protéger depuis l'enfance. » Sophie s'approcha et s'assit près d'Élodie sur le banc du piano. « Mais il n'est pas un lâche, juste un homme qui a passé sa vie à construire des murs autour de son cœur et qui ne sait pas quoi faire quand ces murs s'effondrent. »« Pourquoi me dire tout ça ?» demanda Élodie, troublée malgré elle par les paroles de cette femme. « Parce que je crois que tu es la seule personne qui puisse le faire revenir, pas à son entreprise ou à sa vie d'avant, mais à lui-même. » Élodie secoua la tête, incrédule. « Vous vous trompez, je ne suis rien pour lui. » Sophie sourit tristement. S'il en était ainsi, il n'aurait pas fui comme il l'a fait. On ne fuit que ce qui nous touche trop profondément pour qu'on puisse y faire face. Elle sortit de son sac une enveloppe et la posa sur le piano. « J'ai engagé un détective. Nous pensons l'avoir localisé dans le Luberon, près d'un village. Appelé Beaunieu. Voici l'adresse et un billet de train. Le reste dépend de toi. » Après le départ de Sophie, Élodie resta longtemps immobile, fixant l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. Une part d'elle voulait la jeter. Oublier Mathieu Dufresne et tout ce qu'il représentait. Une autre part, celle qu'elle écoutait de moins en moins ces derniers temps, se demandait ce qu'elle trouverait si elle se rendait à cette adresse. Ce soir-là, elle rendit visite à Josette, comme elle le faisait chaque jour. Sa grand-mère, toujours affaiblie mais lucide, l'accueillit avec un sourire fatigué. « Tu as l'air préoccupé », remarqua-t-elle immédiatement. « Que se passe-t-il » Élodie lui raconta la visite de Sophie, la révélation sur l'endroit où se cachait Mathieu. « Je ne sais pas quoi faire, mémé. Une part de moi veut le confronter, lui demander pourquoi il est parti sans un mot. Une autre part veut simplement l'oublier et continuer ma vie. » Josette prit la main de sa petite fille. « Tu sais ce que je pense ? Je pense que tu n'arriveras pas à avancer tant que tu n'auras pas fermé cette porte, d'une façon ou d'une autre. Tu crois que je devrais y aller ? Je crois que tu dois suivre ton cœur, mais n'oublie pas que la rancœur est un poison qui ne fait de mal qu'à celui qui le porte. » Le lendemain matin, Élodie se tenait sur le quai de la gare de Lyon, petit sac à dos pour seul bagage. Le train pour Avignon allait partir dans 10 minutes. Elle n'avait prévenu personne de son départ, sauf Josette et une amie qui la remplaçait à l'école de musique pour quelques jours. Alors qu'elle montait dans le train, son téléphone vibra. C'était un message de Laurent Vasseur. « Une place. C'est libéré pour le concert de la Philharmonie la semaine prochaine. Je pense toujours que tu as ta place parmi les grands. Appelle-moi. » Élodie éteignit son téléphone sans répondre. En regardant Paris s'éloigner à travers la vitre, elle se demanda si elle faisait le bon choix, si ce voyage apporterait la résolution qu'elle cherchait ou simplement plus de douleur.
À Beaunieu, Mathieu terminait sa lettre. Il y avait mis tout ce qu'il n'avait jamais su dire à voix haute. Ses regrets, sa peur, mais aussi cette étrange connexion qu'il ressentait avec Élodie depuis le premier jour. Cette impression que leur destin était entrelacé d'une façon qui dépassait l'entendement. Il venait de la signer quand un bruit de moteur attira son attention. Une voiture approchait par le chemin de terre qui menait à la Bastide, une rareté qui ne présageait rien de bon. Était-ce l'avocat dont Jeanne avait parlé? Il se leva et sortit sur la terrasse, plissant les yeux pour distinguer le véhicule à travers les oliviers. C'était un taxi local, une vieille Peugeot poussiéreuse. La voiture s'arrêta dans la cour, et une silhouette en descendit. Une silhouette qu'il reconnut immédiatement, malgré les changements des derniers mois. Élodie se tenait là, dans la lumière, dorée du soleil provençal, son sac à dos sur l'épaule, ses cheveux courts dansant dans la brise. Son visage était impassible, mais ses yeux étaient remplis d'une détermination qui fit frémir Mathieu. Elle avait parcouru plus de 700 kilomètres pour le trouver, et maintenant qu'elle était là, il ne savait pas s'il devait craindre ou espérer ce qui allait suivre. Ils se regardèrent en silence pendant ce qui sembla une éternité. Mathieu, figé sur la terrasse de pierre, et Élodie, immobile dans la cour baignée de soleil. Entre eux, l'air vibrait de questions non posées, de reproches inexprimés, d'émotions contenues. Ce fut Élodie qui brisa l'immobilité la première. Elle s'avança d'un pas déterminé, traversant la cour jusqu'au pied de la terrasse. Vue de près, elle paraissait à la fois plus jeune et plus âgée que dans le souvenir de Mathieu. Plus jeune par sa silhouette encore adolescente, plus âgée par la gravité de son regard. « Votre sœur m'a donné votre adresse », dit-elle simplement sans préambule. Mathieu acquiesça lentement. « Sophie a toujours eu un don pour s'immiscer dans ma vie quand je crois m'être parfaitement isolé. » Un silence inconfortable s'installa à nouveau, tant de choses à dire, et pourtant les mots semblaient inadéquats, insuffisants face à l'ampleur de ce qui les séparait. « Tu veux entrer ?» proposa finalement Mathieu, désignant la maison d'un geste maladroit. « Tu dois être fatigué après un si long voyage. » Élodie hésita, puis hocha la tête. Elle le suivit à l'intérieur de la Bastide, observant avec curiosité cet environnement si différent de l'image qu'elle s'était faite de la vie de Mathieu Dufresne. Pas de luxe ostentatoire ici, pas de marbre ou de cristal, juste la beauté simple d'une vieille maison provençale avec ses murs de pierre, ses poutres apparentes et ses sols de terre cuite. « Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais », remarqua-t-elle en posant son sac à dos sur une chaise de la cuisine rustique. « Moi non plus », admit Mathieu. « C'est peut-être pour ça que je m'y sens bien. » Il lui servit un verre de citronnade fraîche qu'elle accepta avec un hochement de tête. Ils s'assirent face à la table en bois massif, séparés par bien plus que quelques centimètres. Deux chênes patinaient. « Pourquoi êtes-vous parti ?» demanda finalement Élodie, allant droit au but. Sans un mot, sans une explication. Vous avez juste disparu. Mathieu détourna le regard, fixant le jardin à travers la fenêtre ouverte. « J'ai fui », répondit-il avec une honnêteté qui le surprit lui-même. « C'est ce que je fais quand les choses deviennent trop réelles, émotionnelles, incontrôlables. » Il se tourna à nouveau vers elle. « Toute ma vie, j'ai construit des systèmes, des entreprises, des structures que je pouvais maîtriser. Mais ce qui se passait entre nous, cette connexion, inexplicable, ces secrets qui remontaient à la surface, je ne pouvais pas le contrôler. Et quand le scandale a éclaté, vous avez préféré fuir plutôt que d'affronter la tempête avec moi, termina Élodie, une pointe d'amertume dans la voix. Oui, admit-il, c'était lâche. Impardonnable, probablement. Probablement, confirma-t-elle, mais sans la colère qui l'attendait. J'étais tellement en colère contre vous. Je me sentais trahi, abandonné, encore une fois. Mathieu ferma brièvement les yeux, sentant le poids de ses mots. Je sais, et je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je peux seulement te dire que je le regrette, plus que tu ne peux l'imaginer. Élodie but une gorgée de citronnade, semblant réfléchir à ses paroles. Votre sœur pense que vous êtes parti parce que vous teniez trop à moi, pas trop peu, que c'était votre façon de me protéger. Sophie a toujours été trop généreuse dans ses interprétations de mes actions, répondit Mathieu avec un sourire triste. Mais il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit.
Je craignais que ma présence ne fasse plus de mal que de bien, que le scandale ne te détruise par association. Ce n'était pas à vous de prendre cette décision, rétorqua Élodie. J'avais le droit de choisir mes propres batailles. Tu as raison, mais à ce moment-là, je ne pensais pas clairement. La révélation sur ma mère, sur nos histoires connectées, c'était trop à assimiler d'un coup. Il se leva et alla chercher quelque chose dans son bureau. Quand il revint, il tenait une enveloppe jaunie. « C'est la lettre de ma mère », expliqua-t-il en la posant sur la table. « Celle dont Josette m'avait parlé, laissée chez un notaire à Marseille. Je suis allé la chercher après mon départ de Paris. » Élodie regarda l'enveloppe sans la toucher. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Elle raconte son histoire. Comment elle m'a eu à 18 ans, seule et pauvre dans les quartiers nord de Marseille. Comment son cousin, qui avait épousé une femme de la haute société marseillaise, a orchestré mon enlèvement légal pour me donner une meilleure vie. Comment elle n'a jamais cessé de me chercher. Et ce cousin, poursuivit Élodie, comprenant soudain, c'est le même homme qui a agressé ma mère des années plus tard. Mathieu acquiesça gravement. Robert Leblanc. Il est décédé il y a 10 ans, sans jamais avoir été inquiété pour ses actes. Sa femme, ma tante biologique, vit toujours à Marseille. C'est elle qui a financé mon adoption par les Dufresne, un couple d'industriels parisiens, fortunés mais sans enfants. Et Philippe Morel, comment s'inscrit-il dans cette histoire ? Demanda Élodie, essayant de rassembler toutes les pièces du puzzle. Morel était un associé de Robert Leblanc. Il a probablement toujours su quelque chose sur mes origines, mais n'a jamais eu de preuves concrètes jusqu'à ce qu'il nous voie ensemble. Notre connexion lui a donné l'arme qu'il cherchait depuis des années. Élodie digéra ces informations, en silence. Puis elle sortit de son sac à dos un cahier usé, son carnet de chansons. « Après votre départ, j'ai beaucoup écrit, » dit-elle en l'ouvrant. « Des chansons sur la trahison, l'abandon, la colère, mais aussi sur la résilience, sur la reconstruction. J'ai ouvert une école de musique à Saint-Denis, vous savez, pour les enfants du quartier. » Mathieu sourit, sincèrement surpris et admiratif. « Une école, à ton âge, c'est extraordinaire, Élodie. »« Ce n'est pas grand-chose, » répondit-elle avec une modestie qui trahissait sa fierté. « Juste une salle louée, quelques instruments. Mais ces enfants, leur joie quand ils chantent, c'est comme si la musique les libérait de tout ce qui les oppresse. »« Comme elle te libère, toi, » observa doucement Mathieu. Élodie acquiesça. « C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. La chanson que ma grand-mère m'a apprise, celle qui vous a fait pleurer ce premier jour, ce n'est pas juste une mélodie, c'est une forme de guérison qui se transmet de génération en génération. » Elle tourna plusieurs pages de son cahier et commença à chanter. Doucement d'abord, puis avec une assurance grandissante. La mélodie était à la fois familière et nouvelle, les mêmes notes ancestrales, mais arrangées différemment, enrichies de nuances qui lui donnaient une dimension nouvelle. Mathieu l'écouta, transporté. Il y avait dans cette voix une puissance qui dépassait l'âge d'Élodie, comme si elle canalisait toutes les femmes de sa lignée, Josette, Claire et d'autres avant elle, une voix qui portait à la fois la douleur et la rédemption, la blessure et la guérison. Quand elle termina, un silence respectueux emplit la pièce. Même les cigales du jardin semblèrent s'être tues pour l'écouter. « C'est beau, » dit simplement Mathieu, les yeux humides. « Tu as transformé la douleur en beauté. C'est ce que je tente d'enseigner aux enfants, » expliqua Élodie. « Que la musique n'est pas qu'une évasion. C'est aussi un moyen de faire face, de transcender ce qui nous blesse. » Elle ferma son cahier et le reposa sur la table. « Je ne suis pas venu pour vous pardonner, vous savez, je ne sais même pas si c'est possible. »« Je comprends, » acquiesça Mathieu, essayant de masquer sa déception. « Mais je suis venu pour comprendre, pour fermer cette porte d'une façon ou d'une autre, comme dirait Mémé. »« Et maintenant ?» demanda-t-il, incertain de ce qu'elle attendait de lui. Élodie le regarda longuement avant de répondre. « Maintenant, je crois que c'est à vous de décider. Allez-vous continuer à vous cacher ici, à fuir la réalité? Ou êtes-vous prêt à affronter le monde et vous-même » Mathieu ne répondit pas immédiatement. Il se leva et alla jusqu'à la fenêtre contemplant les collines dorées par le soleil couchant. Ces 3 mois d'isolement lui avaient apporté une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais c'était une paix incomplète, un repli, plutôt qu'une guérison véritable. « J'ai beaucoup réfléchi pendant ces mois, » dit-il finalement, « à ce que je veux vraiment, à ce qui compte.
Mon empire hôtelier, c'était une façon de prouver ma valeur, de montrer au monde, et à moi-même, que j'étais quelqu'un. Mais au fond, ce n'était qu'une façade, comme tant d'autres. Dans ma vie, il se tourna vers Élodie. Tu m'as demandé ce que je vais faire maintenant. La vérité, c'est que je n'en suis pas sûr. Mais je sais ce que je ne veux plus faire. Fuir. Me cacher derrière des murs de ma propre construction. C'est un début, concéda-t-elle avec un léger sourire. Cette nuit-là, Élodie dormit, dans une petite chambre sous les combles de la Bastide. Par la fenêtre ouverte, elle pouvait voir les étoiles, plus nombreuses et brillantes qu'à Paris, et entendre le chant des grillons dans les champs alentours. Une paix étrange l'envahit, différente de celle qu'elle ressentait en chantant, mais tout aussi profonde. Au matin, elle trouva Mathieu dans le jardin, agenouillé près d'un carré de terre fraîchement retourné. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, curieuse. « Je plante des herbes aromatiques » répondit-il sans lever les yeux. « Du romarin, du thym, de la lavande. Ça me calme d'avoir les mains dans la terre. »« Je ne vous imaginais pas en jardinier » remarqua-t-elle en s'asseyant sur un muret proche. « Moi non plus » sourit-il. « C'est Jeanne, la femme qui vient faire le ménage, qui m'a appris. Elle dit que la terre guérit tout. » Il se releva, essuyant ses mains sur son pantalon. « J'ai réfléchi à notre conversation d'hier, à ce que tu as dit sur ton école de musique. C'est important ce que tu fais. » Élodie haussa les épaules, embarrassée par le compliment. « C'est juste une façon de rendre ce que j'ai reçu. »« C'est bien plus que ça, » insista Mathieu. « Tu offres à ces enfants ce que personne ne m'a offert, un moyen d'exprimer ce qui ne peut être dit avec des mots. » Il s'assit à côté d'elle sur le muret. « J'aimerais voir cette école. Peut-être que je pourrais aider, d'une façon ou d'une autre. » Élodie l'observa avec méfiance. « Vous voulez dire avec de l'argent ?»« Pas nécessairement, ou pas seulement. Je pourrais, je ne sais pas, rénover les locaux, trouver de meilleurs instruments, ou simplement être là, écouter, apprendre. » Natchessa, soleil montait dans le ciel, éclairant son visage d'une lumière nouvelle. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Mathieu Dufresne semblait vraiment vulnérable, vraiment humain. Ce serait un début, dit-elle finalement. Ils rentrèrent à Paris 2 jours plus tard. Le trajet en train fut silencieux, mais pas inconfortable, un silence de réflexion plutôt que de malaise. Chacun d'eux méditait sur les changements à venir, sur les ponts à reconstruire, sur les blessures encore à guérir. À Saint-Denis, la vie reprit son cours, mais différemment. Mathieu ne retourna pas à son penthouse ni à son bureau directeur. Il loua un petit appartement non loin de celui d'Élodie et de Josette, suffisamment proche pour être présent, suffisamment loin pour respecter leur indépendance. L'école. De musique d'Élodie connut une transformation progressive. Sans ostentation, sans publicité, Mathieu apporta son soutien, d'abord matériel, puis de plus en plus personnel. Il venait régulièrement, s'asseyant au fond de la salle pendant les leçons, observant avec une fascination tranquille la magie qui opérait lorsqu'Élodie enseignait. Un jour, un petit garçon de 7 ans, nouveau venu à l'école, refusait obstinément de chanter devant les autres. Recroquevillé dans un coin, il regardait ses camarades avec un mélange d'envie et de terreur. « Il est comme ça depuis qu'il est arrivé », expliqua doucement Élodie à Mathieu. Sa mère dit qu'il adorait chanter avant, mais quelque chose s'est brisé en lui. Mathieu observa l'enfant un moment, puis s'approcha et s'accroupit devant lui. « Tu sais, dit-il à voix basse, j'ai mis 50 ans à retrouver ma voix. Ne fais pas comme moi, n'attends pas si longtemps. » Le garçon leva des yeux étonnés vers cet adulte qui lui parlait comme à un égal. « Vous ne saviez pas chanter ?»« Oh, je savais, mais j'avais oublié comment. J'avais oublié que la voix n'est pas juste dans la gorge, elle est aussi dans le cœur. » Lentement, jour après jour, l'enfant s'ouvrit, d'abord en fredonnant à peine audiblement, puis en chantant doucement, et enfin à pleine voix. Élodie observait cette transformation avec émerveillement, comprenant que Mathieu possédait lui aussi un don, celui de reconnaître la blessure chez l'autre parce qu'il la portait en lui-même. 1 an passa. Josette, dont la santé s'était stabilisée, regardait avec un sourire énigmatique la relation entre sa petite-fille et Mathieu évoluer, non pas comme celle d'un père et de sa fille, ni comme celle d'un professeur et de son élève, mais
comme celle de deux âmes qui se reconnaissaient, qui se guérissaient mutuellement. L'école de musique devint le cœur battant du quartier, un lieu où les enfants venaient non seulement pour apprendre à chanter, mais pour se découvrir eux-mêmes. Élodie, désormais âgée de 15 ans, y consacrait tout son temps libre, tout en poursuivant ses études, non plus pour devenir infirmière, mais professeur de musique thérapeutique. Quant à Mathieu, il avait trouvé un équilibre inattendu. Il avait conservé une participation minoritaire dans son groupe hôtelier, mais en avait confié la gestion quotidienne à son conseil d'administration. Le reste de sa fortune, il l'investissait dans des projets qui lui tenaient à cœur, dont l'école d'Élodie, bien sûr, mais aussi d'autres initiatives similaires à travers la France. Certains de ses anciens associés ne comprenaient pas ce changement radical. Philippe Morel, en particulier, considérait cette transformation comme une forme de défaite, un abandon incompréhensible du pouvoir et du prestige. Il avait tenté de relancer sa campagne de dénigrement, mais avait découvert que ses attaques n'avaient plus de prise, car on ne peut à détruire que ce qui craint d'être détruit. Un soir d'été, alors qu'ils fermèrent l'école après un concert donné par les élèves, Élodie trouva Mathieu assis seul au piano, jouant maladroitement la mélodie qu'elle lui avait apprise. « Vous vous améliorez », remarqua-t-elle en s'asseyant à côté de lui sur le banc. « J'ai un bon professeur », répondit-il avec un sourire. Ils restèrent ainsi un moment dans ce silence confortable qui était devenu leur langage commun. Puis Élodie dit doucement « Je crois que je suis prête maintenant. » « Prête pourquoi ? Pour vous pardonner, pour nous pardonner à tous, vous, moi, ma mère, votre mère, tous ceux qui ont souffert et fait souffrir. » Mathieu sentit son cœur se serrer. « Tu n'es pas obligé, tu sais. Certaines choses sont peut-être impardonnables. »« Ce n'est pas une obligation, » répondit-elle. « C'est un choix, mon choix. Et peut-être que le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre la porte à l'avenir. » À travers la fenêtre ouverte de l'école, il pouvait voir le soleil se coucher sur Saint-Denis, dorant les immeubles défraîchis d'une lumière presque magique. Dans le parc voisin, des enfants jouaient encore, leur rire porté par la brise du soir. Parmi eux, une petite fille de 4 ou 5 ans s'était arrêtée près d'un petit tricycle rouge. Agenouillée, elle astiquait les roues chromées avec application, tout en chantonnant, une mélodie simple, et pourtant profondément émouvante, qui semblait venir du fond des âges. Élodie et Mathieu l'écoutèrent, saisis par la même émotion, car dans cette voix enfantine résonnait l'écho de toutes celles qui l'avaient précédée. Élodie, Claire, Josette, Marianne, une chaîne ininterrompue de femmes qui avaient transformé leur douleur en beauté, leurs blessures en force. « La vie continue », murmura Mathieu, plus pour lui-même que pour Élodie. « Oui », acquiesça-t-elle, et la chanson avec elle. La petite fille termina son nettoyage, remonta sur son tricycle et s'éloigna, sa voix claire se perdant peu à peu dans le crépuscule. Mais la mélodie, elle, demeurait, immortelle, résiliente, aussi éternelle que l'espoir qui habite le cœur humain, même dans ses heures les plus sombres. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Élodie et Mathieu vous a touchés. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires.